Bonjour à tous, bienvenue pour cette semaine du numérique. Et cet après-midi, nous allons aborder la cyberhygiène, la cybersécurité avec la gendarmerie nationale et on a une intervention avec le Major qui est situé dans les locaux de la Chambre de métier à Nevers. Et donc, vous êtes connectés, vos micros et caméras sont coupés. Et comme d'habitude, vous pouvez échanger avec nous avec en bas de votre page le bouton converser ou chat ou l'espace questions-réponses. De préférence, utilisez l'espace questions-réponses. Ça permet d'enregistrer les données et en plus, on pourra répondre a posteriori s'il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas apporter les réponses directement en direct. C'est un webinaire organisé par la Chambre de métier avec le soutien du Conseil régional de Bourgogne, la Banque Populaire, MAF Pro et aussi le Conseil départemental du Doubs. Et nous sommes une équipe régionale avec des référents qui couvrent l'ensemble du département de la Bourgogne-Franche-Comté, David Ritten sur une grosse partie du territoire de la Franche-Comté, le Doubs, la Haute-Saône, le territoire de Belfort, Lionel Saninas sur le territoire du Jura, Émilie Gaillard sur le département de la Saône-et-Loire, Pascal Borto sur la Côte d'Or, moi-même sur le département de Lyon et Corentin sur le département de la Nièvre. Nous avons des compétences, je dirais, différentes, ce qui fait de pouvoir mutualiser nos expériences. Et vous pouvez donc nous solliciter, vous avez nos mails, nos téléphones et je vous les redonnerai à la fin du webinaire. Je vais passer maintenant la parole pour rentrer directement dans le vif du sujet. Et là, je vais vous proposer de partager votre écran pour que vous puissiez nous partager votre écran Major. Et voilà, c'est bon, nickel. On est tout bon. Parfait. Bon, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais me présenter très rapidement. Donc, je suis major Ivan Kovankiewicz, je suis commandant de la brigade départementale de renseignement et d'investigation judiciaire de la Nièvre. Et c'est une unité qui est plus spécialisée dans tout ce qui est, on va dire, effectivement, la recherche et l'investigation et la criminalistique, avec plusieurs entités, donc une entité consacrée au numérique. Une entité relativement maigre, puisque nous sommes deux, mais on est quand même présent. Aujourd'hui, là, donc à l'invitation de la Chambre des métiers de l'artisanat, que je remercie d'ailleurs, c'est toujours agréable de pouvoir, je dirais, entre entités comme ça, de pouvoir, je dirais, échanger. Donc aujourd'hui, on va faire un petit topo sur la cybersécurité rapide, sur la cyberhygiène, et on verra tout ce qui est obligation légale. Pour commencer, on va faire un petit état des lieux de la cybercriminalité. Donc, je pense que d'un point de vue média, on en parle beaucoup. Je dirais que pas forcément assez. Mais qu'est-ce qu'on entend par cybercriminalité? Cybercriminalité, pour nous, à notre niveau, c'est tout ce qui concerne les infractions commises, soit je dirais, via Internet, soit commis, je dirais, on dirait, à l'encontre d'un ordinateur, par exemple. Le cas classique, c'est le piratage, par exemple. Par le biais d'Internet, ça va être, par exemple, les escroqueries. C'est-à-dire que dans la vie normale, les escrocs n'ont pas attendu Internet pour pouvoir, je dirais, sévir. Ça, ce sont des infractions qui existaient déjà avant. Sauf que maintenant, Internet leur a facilité le travail et leur a, je dirais, permis de toucher encore plus de monde et en plus à distance. Avant, vos escrocs avaient tendance à être quand même très proches de vous. Internet a fait en sorte qu'ils puissent s'éloigner, même très très loin, puisque des fois ça dépasse largement les frontières, et donc pouvoir, je dirais, vous nuire. Alors, là, vous pouvez voir un petit exemple de ce que représente, je dirais, la cybercriminalité, hein. En ce qui compte, là, c'est tout, on va dire tout type confondu, et encore là, c'est une liste exhaustive. Euh, Vous, en tant qu'entreprise, il y a certains
certains, je dirais, certaines infractions pour lesquelles vous serez beaucoup plus visé. Même si petit à petit, on s'aperçoit que les particuliers vont commencer eux aussi à être touchés par des phénomènes qui avant ne touchaient que les entreprises. Je pense notamment au rançongiciel, où avant, ça ne touchait que des gros groupes, puisque un gros groupe égale des finances derrière. Maintenant, on s'aperçoit qu'un rançongiciel, eh ben vous, je dirais les artisans, vous, les petites entreprises, les moyennes entreprises, bah, commencez à être touchés par ces phénomènes. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment indispensable que qu'on puisse échanger et vous donner les bonnes informations pour tenter, je dirais, de vous protéger. Je ne dis pas que ce sera la solution miracle, que ça empêchera tout, mais ça limitera grandement. Donc, si éventuellement on était encore, je dirais, pas encore convaincu, je dirais, de la réalité de la menace, là, si on reprend les chiffres de 2023, et d'ores et déjà, je peux vous dire qu'on est quasiment à la fin de l'année 2024 et les chiffres ne seront pas forcément, je dirais, réjouissants. 2023, il y a eu une grosse hausse qui s'explique également par le fait qu'en 2022, il y avait une légère baisse des faits constatés. Mais là, donc, il y a quand même eu une grosse explosion. À savoir, donc, quasiment 280 000 atteintes, je dirais, numériques. Dans ce chiffre, ça représente toutes les plaintes qui ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie. C'est-à-dire que dedans ne sont pas comptabilisées les personnes qui ne sont pas venues déposer plainte. Éventuellement, les entreprises qui, parce que le préjudice était, selon eux, assez faible, ne sont pas venues déposer plainte. Donc, non, le phénomène est quand même beaucoup plus important que, que ce que l'on peut voir. Mais c'est bien une réalité. 280 000, je dirais, 280 000 faits, c'est pas négligeable. Surtout, ce qui interpelle, c'est quasiment ces 18 000 atteintes au système. C'était vraiment les piratages, je dirais les accès, les usurpations de compte, les tentatives, je dirais, de détournement financier qui visent généralement les entreprises. Quand on voit le chiffre de 542 attaques par rançongiciel, comme je vous dis, c'est principalement des entreprises. Autant on en était à quelques dizaines par an auparavant, qui touchaient des gros groupes. Là, 542, je peux vous dire qu'il y a également des petites structures qui sont touchées, y compris dans la Nièvre. Après, je sais, non, je crois qu'apparemment nos auditeurs ou nos webinaires sont de toute la région Bourgogne. Mais même à Nièvre, on a été touché par des phénomènes, je dirais, du rançongiciel. Je peux le confirmer sur le département aussi de Lyon, où on a une activité, un secteur particulier dans le domaine de l'automobile où les entreprises ont été attaquées, victimes de piratage, où c'était pas forcément eux directement, mais des fois leur éditeur de logiciel, ce qui fait que ça bloque toute la chaîne et ça peut avoir des répercussions. J'ai aussi des expériences en Saône-et-Loire où des entreprises ont tout perdu, leurs données. Et quand je vois le chiffre de 542, je me dis que c'est peut-être qu'une petite partie de l'iceberg. C'est ce que vous voyez en tant que service de police, gendarmerie, et il y a tout ce que nous ne déclare pas. Euh, c'est un potentiel ou de cybercriminalité qui est très très important. Ah, mais tout à fait. Je vous suis tout à fait. Comme vous dites, les 542, c'est ce qui a été porté à notre connaissance. Il y a beaucoup de petites entreprises qui effectivement ont tout perdu, mais qui, face à la situation, je dirais, n'ont pas été déposées plainte ou on n'a jamais été informé. On le verra après, à côté obligation légale, logiquement, ça devrait diminuer puisque ça maintenant, c'est une obligation de déclarer dans certains cas quand on a subi une attaque. Et autre chose, effectivement, une façon, une entreprise qui subit, quelle que soit sa taille, qui subit une attaque, forcément perd quelque chose. Il y a forcément un impact sur cette entreprise, que ce soit financier, que ce soit en termes d'image. Donc c'est pour ça, oui, c'est maintenant, je dirais, la cyber, c'est une composante qui doit faire partie de l'entreprise
qui doit être intégré dans l'entreprise. Si on ne prend pas ce volet en compte, on court à la perte. Alors, donc là, pour faire un petit focus pour 2023 sur les principales menaces que vous, je dirais entrepreneurs ou artisans, euh, avez été victimes. Donc, les piratages de comptes, et ça on verra comment s'en prémunir. L'hameçonnage, ou ce qu'on appelle le phishing, bon, ça on le subit depuis plusieurs années, aussi bien, je dirais, à titre privé qu'à titre, je dirais, professionnel. La seule différence, c'est que même si on est habitué, je dirais, à ce phénomène depuis plusieurs années, nos pirates, nos cybercriminels améliorent leur technique et sont de plus en plus, je dirais, on peut plus facilement je dirais, se faire avoir sur ce genre de pratique. Sachant que l'hameçonnage, le but dans un premier temps, le but direct n'est pas de soutirer de l'argent, c'est uniquement de récupérer de l'information, de façon à après pouvoir vous soutirer de l'argent. Sachant que je pense que vous l'avez certainement tous remarqué, les données maintenant personnelles, vos données individuelles, ont pris une valeur énorme. Et je dirais, j'en veux pour preuve, lorsque vous allez maintenant, lorsque vous naviguez sur Internet, ne serait-ce que pour voir une simple recette de cuisine, hein, sur n'importe quel site, je dirais, de cuisine, la plupart maintenant, on vous demande soit d'accepter les cookies, c'est-à-dire d'accepter le fait qu'on puisse récupérer vos données, une partie de vos données, soit il faut payer. Donc, c'est-à-dire que oui, effectivement, les données, nos données ont de la valeur pour beaucoup de personnes. Et les données de l'entreprise, ça reste quelque chose de trop sensible pour qu'on puisse permettre, je dirais, de les laisser, de vous laisser piller, je dirais, par ces cybercriminels. Le rançon logiciel, là, comme je vous l'ai dit, ça a encore augmenté. Ça, c'est une menace réelle sur le monde de l'entreprise. Et ce, je vous dis, quelle que soit sa taille, parce que nos cybercriminels maintenant évoluent également. Les phobies, donc les faux ordres de virement, euh, qui ont fait un bond phénoménal. Et là, ça touche vraiment non seulement les entreprises, les collectivités, les associations. C'est vraiment un phénomène que nous, on surveille et que l'on suit de très près. Les violations de données, je dirais, ce sont des infractions finalement, qui s'enchaînent, puisque à partir du moment où un cybercriminel a pu euh, soit, je dirais, pirater un compte, soit pu s'introduire sur votre système, quasiment systématiquement, oui, il y aura des violations de données. Il y aura du vol de données, il va y avoir de la destruction. Donc, si la violation de données, et ça on le verra un peu plus loin dans le webinaire, euh, ce qu'il va falloir faire pour s'en protéger. Tout ce qui est défiguration de site Internet, je dirais les sites Internet ou même sur les réseaux sociaux, par exemple, pour vous, commerçants, artisans, c'est effectivement c'est une vitrine pour vous. Euh, Malheureusement, oui, c'est comme pour tout le reste, si on ne protège pas comme il faut, cette vitrine peut devenir très, très vite, je dirais, dangereuse pour vous. Donc là aussi, on verra pour tout ce qui est donné, ce qu'on peut éventuellement éviter de faire dessus. Le déni de service, c'est ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement le fait de pouvoir bloquer votre activité. Surtout si c'est une grosse activité sur Internet, et ben, le délit de service, c'est simplement le fait de la part d'un pirate de solliciter de façon, je dirais, artificielle votre site. Forcément, c'est un programme qui le fait, de façon à saturer complètement votre réseau, de façon à ce qu'il soit totalement bloqué. Donc de là, plus moyen de prendre des commandes, plus moyen d'accéder à votre site. Ça aussi, ça peut être très préjudiciable forcément pour une entreprise. Donc après, le piratage informatique, où là, ça va être vraiment le but étant de récupérer de la donnée, du savoir-faire, je dirais, ce genre de données qui fait votre entreprise. Les virus,
Même si ça s'est un peu calmé, même si maintenant il y a quand même beaucoup je dirais, d'outils pour ça, c'est encore des menaces qui sont présentes. Et là, je dirais, ce sont des choses que l'on peut facilement résoudre, que l'on peut facilement éviter. Et enfin, bon, les faux supports techniques, où maintenant, c'est quand même énormément diminué. Ça touchait beaucoup ça touche encore de temps en temps les particuliers, mais le phénomène a quand même disparu. Et maintenant, très peu d'entreprises arrivent, je dirais, à se faire, je dirais, à se faire embobiler par ce genre de pratique. Alors, je dirais, pour essayer de combattre, il faut qu'on puisse savoir qui est notre ennemi. Alors, je sais bien, désolé, c'est peut-être mon côté militaire qui me fait employer ce genre de langage, mais non, non, on est vraiment face à un ennemi, hein. Ils sont l'ennemi de vos entreprises. Donc, on peut essayer, je dirais, de classifier trois types de cybercriminels. Il y a vraiment ce qu'on appelle les amateurs. Ils sont là pour se prouver surtout à eux-mêmes, qu'ils sont capables de le faire. Alors, par moments, ils sont assez dangereux parce qu'ils font n'importe quoi. Ils testent. Et c'est eux qui arrivent parfois, si un système est mal protégé, à vous faire le but n'étant pas forcément à but financier, c'est pas forcément pour vous nuire, mais c'est simplement pour tester leurs connaissances. Et des fois, à faire n'importe quoi, ils arrivent à vous faire, je dirais, beaucoup de dégâts sur un système, surtout par méconnaissance, plus qu'autre chose. Après, il y a des activistes qui se sont beaucoup développés ces dernières années. Quand je parle d'activistes, c'est vraiment au sens large. C'est que ce soit, par moment, une entreprise peut être attaquée, tout simplement parce que pour des raisons, je dirais, politiques, façon de parler, suivant peut-être le dirigeant, ça peut être pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques, pour l'écologie, pour le côté religieux, pour beaucoup de choses. Ça, c'est l'activiste qui va surtout faire baser ses attaques pour faire passer son message. Et ceux je dirais quand même les plus dangereux, parce que extrêmement puissants, ceux qui s'en prennent principalement, je dirais, aux entreprises, ce sont vraiment les pirates informatiques professionnels, ce qu'on va vraiment appeler le hacker, qui sont généralement des organisations très structurées, qui ont des gros moyens, voire même ça peut être des moyens étatiques pour certains pays, et qui donc ont vraiment un potentiel de nuisance énorme. Donc c'est pour ça que, on va pouvoir voir, je dirais, les moyens à mettre en œuvre, non pas pour empêcher totalement, rien n'est absolu, mais vraiment pour pouvoir limiter, je dirais, les pertes que vous pourriez subir. Alors, pour aborder, je dirais, le volet de la cybersécurité. Ça, c'est pareil, vous en entendez régulièrement parler, la cybersécurité, on en parle de temps à autre dans les médias quand effectivement il y a surtout une grande affiche, on va dire, ou une grande entreprise qui est touchée, quelque chose vraiment d'important, comme on a pu avoir il n'y a pas si longtemps que ça a été des hôpitaux qui ont été victimes de rançongiciel, où là, effectivement, ça paralyse totalement, je dirais, l'activité de l'hôpital. Heureusement, je dirais que les personnels sur place ont encore souvenir de comment fonctionne un hôpital sans numérique, parce qu'elles permettent vraiment faire continuer à faire tourner la boutique. Donc la cybersécurité, qu'est-ce que ça va être? La cybersécurité, c'est tout ce qui va concerner le fait de pouvoir protéger vos données. C'est vraiment au sens large, puisque dans la cybersécurité, on ne peut pas voir que la cybersécurité, ce n'est pas simplement le fait d'installer un antivirus. C'est vraiment au-delà. Il y a vraiment trois volets qu'on doit voir en cybersécurité. Donc, le premier, c'est le côté matériel. Celui-là, on ne va pas trop l'aborder parce qu'on n'aura jamais assez le temps pour vos webinaires. Ça va être tout le côté, par exemple, bâtimentaire. Euh, Si vous avez le meilleur système du monde chez vous, avec les meilleurs logiciels, toutes les mesures de précaution que vous avez, mais si, je dirais, votre porte n'est jamais verrouillée, en gros, euh, votre système ne sert à rien. Il faut protéger l'ensemble. Et donc, ça va être ces protections que vous allez devoir mettre en place
euh, pour, je dirais, protéger le reste. Là où on va pouvoir discuter, ça va être sur le côté, on va dire le volet logiciel, tout ce qui va être toutes les applications, toutes les applications métiers, tout ce qu'on utilise habituellement, je dirais, via le réseau. Et surtout le facteur humain sur à peu près, si on prend des statistiques, on va dire entre 90 et 95% des attaques réussies sont dues à une négligence humaine, à une méconnaissance ou une défaillance humaine. Donc là, la problématique vraiment en matière numérique, c'est l'humain. Et ça passe par ce qu'on fait aujourd'hui, le fait de pouvoir échanger et de pouvoir informer, je dirais, un maximum de monde pour limiter les dégâts. Et donc, je dirais, le meilleur moyen pour limiter la casse, limiter les risques, ça va être ce qu'on va appeler la cyberhygiène. Alors bon, c'est vrai que maintenant, le mot cyber, maintenant, on le colle à peu près pour tout et partout. Mais au moins, ça permet vraiment de comprendre de quoi on va parler. Donc, la cyberhygiène, ça va être tout ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour effectivement garder votre santé, votre entreprise en bonne santé. Et donc, on verra par je dirais, par différents moyens qui sont humainement possibles, qui sont uniquement, je dirais, une histoire de volonté et je dirais forcément de contrainte. Puisque ça, il faut en être, je dirais, persuadé. Autant le numérique était soi-disant fait pour, je dirais, euh, améliorer la vie, ne serait-ce qu'en entreprise, mais aussi, je dirais, la vie de tous les jours. Euh, Finalement, on s'aperçoit quand même que le numérique maintenant et la cybersécurité, il faut bien avoir en tête que c'est une contrainte. Si on ne fait pas un minimum d'efforts contraignants, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, oui, ça va faire des tâches supplémentaires, ça va être du travail supplémentaire, sûr, mais c'est une contrainte, c'est sûr. Donc, cette cyberhygiène, il faudrait s'y astreindre de façon à pouvoir, comme je vous dis, vraiment limiter les risques et préserver au maximum vos entreprises. Alors, là, de ce que l'on va parler, là, j'ignore, je dirais, la taille de l'entreprise, je dirais de vous, les spectateurs, entre guillemets, mais peu importe, que ce soit pour un artisan seul ou pour une petite entreprise à 5-6 collaborateurs, le principe reste exactement le même. C'est simplement la charge de travail qui va différer. Il y aura d'autres choses à faire si l'entreprise est un peu plus grande, mais le principe reste exactement le même. Donc ça fait, je dirais, la première des choses dans une entreprise, quand on veut parler numérique, c'est déjà de faire le point de ce que l'on a chez soi. Vraiment de faire un état des lieux, je dirais, de toutes ces ressources informatiques. Quand je dis vraiment, c'est vraiment tout. De façon à se faire une fiche, à se faire quasiment un registre qui vous sera très utile, je dirais, des fois par la suite, pour vos différents plans que vous pourrez mettre en œuvre. Mais vraiment faire un état des lieux de tout ce que vous avez. De façon à vraiment prendre la mesure de je dirais, tiens, de toutes les failles possibles, de tous les risques que vous pouvez prendre. Donc, ça va être vraiment tout ce qui va être équipement, mais vraiment tous les équipements. Alors, pour les plus petits, évidemment, ce sera qu'un seul PC, ou ce sera, je dirais, ce sera d'autres, un ou deux PC, un petit serveur, ça va être je dirais, ce genre d'équipement. Mais il faut vraiment faire cette liste la plus complète possible. Et non seulement, je dirais, une petite structure, ça va être très facile de localiser. Sur une structure un peu plus grande, ça va être ça va être très intéressant je dirais, non seulement de faire l'inventaire de ces équipements, et surtout les localiser dans votre entreprise, de façon à ce que vous puissiez savoir à tout moment où se trouve quoi.
Alors, Major, j'ai une petite question sur les équipements. Oui, Vous avez parlé d'ordinateur, donc ça veut dire ordinateur fixe, ordinateur portable, mais je suppose que ça veut aussi vouloir dire tablette, smartphone, quoi, tout ce qui se connecte à l'extérieur en fait. tout ce qui se connecte à l'extérieur, ou pas forcément. Tout ce qui est, je dirais, à base numérique ou à laquelle on pourra à un moment donné peut-être se connecter. Une imprimante, par exemple, une imprimante Wi-Fi. Une imprimante Wi-Fi, ça reste une porte d'entrée. Ça va être vraiment tous ces équipements qui peuvent être connectés. D'où aussi, je dirais, de temps en temps, dans certaines entreprises, ça peut paraître idiot, mais quand on parle, je dirais, d'équipements numériques, on va pousser le bouchon peut-être un peu loin, mais prenez je dirais un frigo qui peut être installé dans une entreprise, un frigo connecté, c'est du numérique. Et qui forcément, s'il est connecté à un lien avec soit un PC, soit une base, c'est une porte d'entrée possible. Et donc un point de compromission possible. Donc ça aussi, il faut que ce soit répertorié. Alors, quand vous parlez d'un frigo, on peut imaginer aujourd'hui les frigos connectés à la maison. Mais on peut aussi imaginer les chambres froides chez les bouchers, chez les boulangers, où il y a du suivi de température à distance, du pilotage à distance. Donc, ça peut être un point d'entrée pour une malveillance, cyberattaque ou quelque chose comme ça. Et ça fait aussi le point avec un webinaire qui aura lieu vendredi sur la domotique, avec tous les objets connectés porte, volet, chauffage, lumière, quoi, sécurité, alarme, et vous le rentrez dans ces équipements à identifier, à faire, à inventorier dans l'entreprise ou dans la maison. Tout à fait. Puisque une fois qu'on l'aura inventorié, ça permettra, une fois que ça c'est fait, quand on va passer, je dirais, à d'autres phases, à savoir quelles sont les failles possibles. Si celui-là, on l'a mis de côté, qu'on l'a oublié, forcément, on n'y pensera pas. Alors que si le frigo il est là, on va pouvoir commencer à s'interroger. Tiens, effectivement, ça discute en Wi-Fi, ça échange en Wi-Fi. Donc, est-ce qu'éventuellement, sur ce type d'équipement, est-ce qu'il y a de la documentation qui peut déjà me dire, effectivement, il y a moyen de sécuriser, par quel moyen on peut le faire, et quelles sont les précautions à prendre avec ce genre je dirais, ce genre d'équipement. Donc oui, il faut, à mon sens, c'est plus qu'un conseil, c'est le fait vraiment de l'inventorier. Et Dès là, lors qu'il y a un risque, j'ai une question d'une personne qui me dit, et la télé? Bah, je dirais oui, bien sûr, parce qu'on peut prendre la main à distance et publier des infos sur une télé dans les entreprises. Qui serait plus son message, mais quelqu'un qui prendrait la main et diffuser des infos autres que un cybercriminel qui pourrait diffuser n'importe quoi sur notre télé éventuellement. tout à fait. Surtout que généralement, on a tendance, pour tous ces objets connectés, c'est bien souvent, bon, chez un particulier, c'est bien souvent la télévision qui va servir quasiment de point de contrôle. C'est à partir de cette télévision que, généralement, on va pouvoir de temps en temps contrôler le reste. Donc oui, effectivement, à partir du moment où il y a une connexion Wi-Fi, à partir du moment où il y a que l'équipement peut être relié à un réseau par du filaire ou par du hertzien, on va dire, oui, il faut le prendre en compte. Ne pas faire l'impasse dessus. Donc, quand on va parler après de répertorier également les services. Alors, on peut revenir juste un petit peu en arrière, s'il vous plaît. OK. Quand on parle des services, c'est tout ce que vous utilisez, vous, je dirais, par exemple, sur vos ordinateurs. Ça va être, par exemple, toutes vos applications métiers. Ça va être toutes vos applications, euh, votre site Internet, par exemple. Il faut bien, je dirais, il faut bien répertorier. Ça va être tous les sites sur lesquels vous allez pour, je dirais, le bien de votre entreprise. La banque, tout ce genre de choses. Donc ça, oui, il faut le répertorier. Parce que déjà, ça va avoir l'avantage d'une chose. Lorsque vous allez aller sur votre système, le temps de faire le tour de tous ces services, autant ça pourrait être l'occasion de vous apercevoir qu'il y a vous avez des tas de logiciels, par exemple, tas d'applications que vous n'utilisez pas, qui n'ont pas forcément d'utilité pour votre entreprise. Et comme on le verra après, ça peut être, je dirais, très, très intéressant
ça va être de désinstaller ces applications et logiciels qui ne vous servent à rien. Puisque là, une fois de plus, un logiciel qui est présent sur une machine, ça reste une faille. Surtout si on ne se sert pas de ce logiciel, c'est un logiciel que l'on ne va pas maintenir et c'est un logiciel qui va finalement non pas se périmer, mais qui va rester des fois avec des pilotes obsolètes. Et donc, là, il y aura un réel risque éventuellement je dirais, pour la sécurité. Donc, je dirais, cet inventaire des services, ça permet vraiment de faire, je dirais, l'état des lieux de ce que vous avez besoin pour votre entreprise et de ce qui finalement vous êtes inutile. Et en plus, ça vous libérera de la ressource, je dirais, sur les PC en eux-mêmes. Donc, comme je disais, tous vos logiciels que vous utilisez, ceux qui sont indispensables. Alors, faire également l'inventaire des données et des traitements que vous en faites. Tout à l'heure, on fera un petit focus sur justement le traitement, ce qu'on appelle les données personnelles, le traitement des données personnelles. Ça, je dirais, c'est quasiment une obligation de faire cet état des lieux des données du traitement que vous en faites. Tout simplement parce que, comme on verra après, la CNIL a possibilité de contrôler. La CNIL a un pouvoir de contrôle sur toute entité qui, euh, qui, qui est susceptible de stocker la donnée personnelle. Euh, vous serez rarement contrôlé par la CNIL. Quand on voit le peu qui sont, quand on voit le nombre d'entreprises que vous êtes, ils n'ont pas les moyens humains de le faire. Par contre, le jour où vous subissez une attaque, soyez sûr, vous serez contrôlé. Ou du moins, de toute façon, il faudra à ce moment-là fournir, je dirais, ce genre de registre. Donc ça, les données, les traitements que vous en faites, les données personnelles et les traitements que vous en faites, et ça, il faut impérativement le répertorier. Tout ce qui est accès utilisateur, bon, pour un artisan, si vous êtes seul, voire deux, avec votre épouse ou un collaborateur, c'est très rapide de savoir qui a accès à quoi. Dans certaines entreprises où il y a un peu plus de monde, ça peut être bon, même très utile de savoir qui a accès à quoi. Puisque par moment, entre guillemets, il faut savoir cloisonner, je dirais, ces services. Euh, En gros, le cuisinier n'a pas besoin d'avoir accès, je dirais, à ce qui se passe en recherche et développement. C'est inutile et en plus, ça crée, je dirais, ça peut créer ça peut créer, là encore, ça peut créer des failles. Donc vraiment répertorier tous les accès utilisateurs, avec éventuellement répertorier les droits qu'ils peuvent avoir sur les différents services et les différentes applications, de façon à ce que vous ayez vraiment je dirais, cet état des lieux le plus complet possible. Et enfin, tout ce qui est connexion vers l'extérieur. Et celle-là, c'est indispensable, savoir quel équipement a une connexion à l'extérieur et par quel moyen. Le jour où vous détectez une attaque, vous puissiez très rapidement réagir et pouvoir débrancher au plus vite les connexions à l'extérieur. Donc là, ça fait vraiment, vous avez quasiment de quoi faire un beau bouquin, un beau registre avec ces genres de choses, avec tout ce genre d'informations, mais c'est quasiment par là qu'il faut commencer. Une fois que vous avez votre état des lieux de tout votre équipement, alors on peut passer, je dirais, à la phase suivante, c'est comment sécuriser après mes équipements et comment moi avoir, je dirais, une attitude, je dirais, la plus sécure possible avec avec ces équipements. Alors, je dirais la première des choses, les mots de passe. Forcément, je dirais que heureusement maintenant, euh, les services, tout ce qui est service Internet, de plus en plus maintenant, vous n'avez plus trop le choix, ils vont vous contraindre à avoir des mots de passe, je dirais, dignes de ce nom. Euh, mais ça demande quand même, je dirais, pour ceux que ce n'est pas encore fait, de vraiment bien réfléchir à ces mots de passe. Euh, Encore trop souvent, on arrive à trouver du mot de passe, je dirais, d'une simplicité, je dirais, quasiment irréelle, pour protéger des données tellement sensibles.
J'ai le cas régulièrement quand je dois analyser des supports moi, je demande les mots de passe. Je suis effaré de voir de temps en temps la taille et la force du mot de passe qui est utilisé. Donc, un mot de passe, c'est quoi? Un mot de passe, c'est vraiment la clé qui va vous permettre d'accéder quand vous voulez à vos services, mais surtout de faire en sorte que vous soyez le seul à le faire. C'est vraiment c'est c'est plus qu'une clé, c'est plus qu'une serrure, c'est un ensemble qui va vraiment vous permettre de maîtriser, de contrôler totalement vos services et vos données. Donc, un mot de passe long et complexe. Alors, oui, je lis vite fait la question en bas. Alors, effectivement, un papier, c'est pas piratable, mais c'est pas forcément, je dirais, la la meilleure protection. Je dirais, à défaut, pourquoi pas, mais bon, je vous le déconseille quand même. Non, un mot de passe, on va voir qu'il y a maintenant des outils, même plusieurs outils pour pouvoir garantir, je dirais, cette sécurité des mots de passe et surtout garantir le fait qu'on ne puisse pas les oublier. Que pour beaucoup d'utilisateurs, c'est la crainte d'oublier ou de perdre le mot de passe. Donc, faire des mots de passe longs et complexes, c'est souvent ce qui pose problème, c'est je ne vais jamais m'en rappeler. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à aller vers la facilité et donc prendre, je dirais, des mots de passe, je dirais, relativement simples. Donc, non, un mot de passe long et complexe, c'est un mot de passe qui fait au moins, pour on va dire, des données classiques, c'est minimum 12 caractères, entre 12 et 16 caractères. Et dans ces caractères, vous aurez du caractère forcément majuscule, minuscule, des caractères spéciaux et des chiffres. Et surtout, quand on regarde le deuxième argument, c'est un mot de passe donc impossible à deviner. Pourquoi? Un mot de passe long et complexe, ça va permettre d'empêcher ou de limiter ce qu'on appelle les attaques par brute force. Une attaque par brute force, c'est simple, le cybercriminel va se dire le mot de passe fait 8 caractères, et ben, je vais tenter toutes les combinaisons, quoi, du moins un ordinateur va tenter toutes les combinaisons possibles et je vais les essayer une par une. Alors ça peut prendre un peu de temps, mais ça, c'est pas gênant pour un cybercriminel, il a tout son temps, lui. Mais c'est surtout, entre guillemets, le fait de multiplier le nombre de caractères, ça va multiplier le nombre de possibilités. Et donc là, ça va augmenter énormément le temps possible pour pouvoir casser ce mot de passe. Alors pourquoi est-ce qu'on les augmente? Il y a quelques temps en arrière, un mot de passe 8 caractères était suffisant. Tout simplement parce que vous pouvez le remarquer, les ordinateurs, même chez les particuliers, les processeurs sont de plus en plus performants. C'est-à-dire que ces processeurs peuvent faire de plus en plus d'opérations à la seconde. Euh, un, un processeur, je dirais, d'un ordinateur d'un particulier, en moyenne maintenant, c'est entre 3 et 4 milliards d'opérations par seconde. Alors imaginez ce que ça peut donner sur un mot de passe très très court. Et Ah, donc, pardon, on a des outils, par exemple, qui permettent en ligne de voir le temps pour décoder un mot de passe, quoi, le trouver par un robot. Par exemple, les mots de passe classiques, il faut bien entendu pas utiliser, mais qui sont souvent mis par défaut, comme le mot de passe admin, utilisé dans le domaine informatique. Le mot de passe par défaut, c'est comme si on mettait pas de serrure. Le temps pour trouver, c'est 0 secondes, c'est instantané. oui, bien sûr, Donc, c'est tout à fait. Comme vous le disiez, il y a des outils sur Internet pour ça. Et c'est surtout, entre guillemets, pour vous faciliter la vie. Il y a maintenant des générateurs de mots de passe. Et là, oui, vous êtes quasiment sûr même sûr, de pouvoir générer un mot de passe long et complexe. C'est vous qui allez choisir, je dirais, les différentes caractéristiques du mot de passe, le nombre de caractères, et l'application, vous en avez énormément sur Internet, va pouvoir vous générer un mot de passe complètement aléatoire
qui est sécurisé, qui est sécure. Alors, quand on parle aussi de mots de passe impossible à deviner, tout simplement pour une raison. Je dirais par principe, un mot de passe facile à retenir, c'est un mot de passe facile à trouver. Et pourquoi impossible à deviner? Tout simplement parce qu'on a tendance à vouloir également prendre des mots de passe très simples, dont on est sûr de se rappeler. Parce que pour beaucoup, ce qui leur pose problème, c'est le fait de pouvoir se rappeler les mots de passe. Alors, le côté pratique, c'est les prénoms, les noms, le nom des enfants, de l'épouse, des animaux favoris, des sportifs favoris, ce genre de choses, à laquelle on va peut-être éventuellement ajouter un ou deux chiffres. Mais ce genre de mot de passe, ça c'est pareil, c'est en termes de secondes, voire de quelques minutes, que ce mot de passe peut être cassé. Donc ça, c'est vraiment ce genre de choses qu'il faut totalement, je dirais, oublier. Et quasiment s'en remettre, comme je vous le dis, à ces générateurs de mots de passe, où là, de toute façon, vous n'aurez pas le choix, où on va vraiment vous fournir des mots de passe qui seront conformes à ce que peuvent attendre, à ce que vous devez attendre, vous, et ce que peuvent attendre, je dirais, les différentes applications ou services à laquelle vous allez, je dirais, de laquelle vous allez avoir besoin. Autre difficulté pour les mots de passe, c'est un mot de passe différent pour chaque service. Alors, je sais bien que retenir un mot de passe complexe, ce n'est pas évident. Le problème, c'est s'il faut en retenir 4 ou 5, ça devient quasiment mission impossible. Et je vous rassure, c'est quasiment mission impossible. Tout le monde n'a pas le cerveau suffisamment, je dirais, entraîné pour pouvoir retenir ce genre de données. Donc c'est bien pour ça que l'on a créé après, que si j'en parle après, ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe. On va y venir, donc un mot de passe différent pour chaque service, et donc caché, protégé par ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe, c'est un coffre-fort numérique, dans lequel vous allez pouvoir enfermer tous vos mots de passe. Le seul mot de passe que vous aurez à vous rappeler, ce sera celui du coffre-fort. Donc, un mot de passe pour tous les autres. Donc, un mot de passe complexe pour votre coffre-fort, celui-là, vous focalisez dessus, celui-là, vous le mémorisez. Et dans ce coffre-fort, vous y mettrez tous vos autres mots de passe, tout aussi complexes les uns que les autres. Et le principe de fonctionnement, c'est une fois que vous allez sur une session, par exemple, d'un navigateur, vous allez ouvrir votre coffre-fort. Quand vous irez sur le site, déjà, le site va reconnaître automatiquement, je dirais, le coffre-fort va reconnaître automatiquement le site, va remplir automatiquement l'identifiant mot de passe. Et là, vous serez, je dirais, vous pourrez naviguer en sécurité. Et dès que vous quittez, par exemple, votre session je dirais, de navigation, le coffre-fort se referme. Et à ce moment-là, le coffre-fort est chiffré. Donc, ce qui empêche que même si éventuellement euh, votre, euh, votre PC peut être piraté, vu que le contenu est chiffré, ils n'auront pas, je dirais, les hackers n'auront pas accès à ce coffre-fort. Et surtout, ça vous permet effectivement là de pouvoir répondre à ce critère, de faire un mot de passe différent pour chaque service, sans avoir besoin, je dirais, de le mémoriser, puisque le gestionnaire s'en chargera. Pareil pour tout ce qui est, on en parlera aussi de tout ce qui est appareil nomade. Donc un appareil nomade, par définition, c'est un smartphone, une tablette, un PC portable. Euh, les, je dirais les protections sur tout équipement nomade doivent être exactement les mêmes que sur, je dirais, vos équipements physiques fixes, on va dire, voire même plus. Puisque par définition, soit il y a un risque de perte, il y a un risque de vol, et toujours un risque, je dirais, de piratage à l'extérieur. Ça aussi, on va en parler. Euh, et c'est pour ça que les mots de passe, donc je parlais aussi de tout ce qui était nomade, c'est-à-dire que vous n'utilisez vos mots de passe sensibles que sur vos PC, ou du moins sur un PC que vous savez sécuriser. En gros, on ne va pas dans un cybercafé pour aller faire une connexion sur votre je dirais, site bancaire avec vos mots de passe sensibles. Je dirais c'est totalement
là, ce serait totalement suicidaire de faire ce genre de choses. Tout ce qui est, là, monsieur Ligean en parlait tout à l'heure, changer tout ce qui est mot de passe par défaut. Il faut automatiquement changer ces mots de passe par défaut. Exemple tout simple, on prend par exemple, sans vouloir faire de publicité pour qui que ce soit, pour quel que soit l'opérateur, on a un opérateur, Orange pour ne pas le nommer, euh, pour aller sur l'interface, je dirais, administrateur de gestion de la box. Ça, allez voir sur Internet, vous le découvrirez. Comme le disait Monsieur Léger, l'identifiant, c'est admin. C'est par défaut, c'est comme ça. Et par défaut, le mot de passe qui est dessus, ce sont les 8 premiers chiffres, les 8 premiers caractères de la clé qui est inscrite sur la box. Le jour où dans vos entreprises, quelqu'un peut avoir accès à votre box, à l'arrière de votre box, récupère cette clé WP, et ben, il aura accès à il pourra très bien en Wi-Fi avoir accès à votre box et de là la contrôler. Donc, je dirais la première des choses à faire quand vous recevez la box, et ben, ça va être de modifier cette clé, du moins ce mot de passe, de façon à en faire un personnalisé. Et c'est pareil pour il y a beaucoup je dirais, d'équipements dont les fabricants mettent des identifiants mots de passe par défaut qui sont, on va dire, qui sont connus sur le net. Là aussi, ça commence à être de plus en plus généralisé, c'est une très bonne chose. C'est la double authentification ou l'authentification à 2 facteurs. Maintenant, quasiment, je dirais pas la plupart, mais énormément de sites vont vous demander un numéro de téléphone ou un autre moyen pour vous y authentifier. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez authentifié, identifiant mot de passe, eh ben, vous devrez confirmer via une autre application sur un autre support de façon à vraiment s'assurer que c'est bien vous. Si vous avez la possibilité sur un site que ce n'est pas activé par défaut, je vous conseille de le faire. Alors c'est vrai, une fois de plus, ce sera une contrainte supplémentaire, c'est une perte de temps supplémentaire, parce qu'il faudra attendre l'arrivée du code, c'est en quelques secondes, mais il faut impérativement le faire. Et surtout, oui, le changement de mot de passe. Alors jusqu'à maintenant, il y avait pas mal de préconisations qui invitaient, je dirais, bon, sur les particuliers ou même les professionnels, c'est à changer régulièrement les mots de passe. C'est-à-dire quasiment tous les 6 mois, un peu comme on fait en gendarmerie, nous, tous les 6 mois, automatiquement, on est obligé de changer de mot de passe pour tout ce qui est, on va dire, authentification faible. Le seul problème maintenant quand on exige, je dirais, un mot de passe long et complexe, si on a beaucoup de services et qu'en plus, tous les 3-4 mois, il faut changer le mot de passe, je comprends que ça peut vite être, je dirais, source de soucis. Alors, de plus en plus quand même d'acteurs, je dirais, de la cybersécurité, reviennent un peu sur cette façon de faire. Tout simplement parce qu'on s'est aperçu, là encore, dans cet esprit mot de passe facile à retenir, et ben, quand on faisait changer les mots de passe, et je peux vous dire que c'est réel parce qu'en gendarmerie, certains ont cette mauvaise habitude, et ben, on gardait notre mot de passe et puis on rajoutait une lettre ou un chiffre. Donc, c'est-à-dire finalement rien de sécure du tout. Donc, finalement, pour certains, ils préfèrent abandonner cette façon de faire, tout simplement parce que si dès le départ, vous avez pu mettre en place un mot de passe fort, donc long et complexe, à ce moment-là, c'est que vous avez pris toutes les précautions, ça devient plus utile de devoir changer très régulièrement tous ces mots de passe. Par contre, effectivement, dès qu'il y a la moindre suspicion qu'un compte ait pu être compromis, là oui, il faut, même si on n'en est pas certain, là, il faut changer le mot de passe. Alors là, j'ai une question majeure sur la double authentification. Est-ce que la double authentification est piratable? Alors, euh, rien n'est sûr. Oui, je suis sûr que pour certaines personnes qui ont les moyens, qui ont
qui ont des connaissances techniques et des moyens techniques derrière, je pense qu'à un moment donné, ça pourrait être possible. Mais ça reste quelque chose de très, je pense, très, 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 très faible. Dans l'immédiat, ça reste très, très faible. Et c'est quasiment, je dirais, pour les, vous voyez, les types de les cybercriminels, pour les amateurs, voire les activistes, je ne pense pas qu'ils aient les moyens techniques ni les connaissances pour, je dirais, faire arriver à ce genre de choses. Je le pense. Après, une organisation plus structurée, là, je serais pas aussi affirmatif. Mais non, je dirais déjà, dans la vie de tous les jours, la double authentification, ça reste un moyen sûr. Alors, là aussi, je dirais pour en ce qui concerne vraiment les entreprises, ou même les particuliers, ça mais peu importe. La politique de sauvegarde. Alors, une sauvegarde, oui, les sauvegardes. Je pense que ça a dû arriver au moins une fois à une personne, je dirais à titre privé, de s'apercevoir qu'il va être temps de faire une sauvegarde le jour où on a perdu à peu près 3 ans de photos souvenirs parce qu'on a cassé un disque dur externe, parce que l'ordinateur est tombé en panne, parce que le téléphone est tombé en rade et puis on avait tout en photo dessus. C'est généralement à ce moment-là qu'on prend conscience qu'on aurait dû. Donc là, bah non, dans une entreprise, c'est pareil. Il faut vraiment avoir cette vision de la sauvegarde. Alors, la sauvegarde, qu'est-ce que c'est que la sauvegarde? La sauvegarde, c'est le moyen que vous allez mettre en œuvre pour, en cas de souci, pouvoir rétablir le plus vite possible votre capacité, je dirais, d'entrepreneur. C'est ça une sauvegarde. Une sauvegarde, c'est pas le fait de mettre de côté de la donnée pour s'en rappeler plus tard. Ça, c'est de l'archivage. Ça n'a rien à voir. La sauvegarde, c'est vraiment, je dirais, bah, la sauvegarde quasiment de votre entreprise. C'est-à-dire qu'en fonction, je dirais, de vos données, en fonction, je dirais, de la sensibilité des données que vous avez, vous devez mettre en place ce système de sauvegarde. Alors, pour, une- pour un artisan, une sauvegarde, ça va être quelque chose qui peut être relativement simple. Ça peut être un serveur, ça peut être un disque dur externe, si les quantités de données ne sont pas énormes. Et si éventuellement on veut avoir je dirais un petit pense-bête pour ce qui est de la sauvegarde, il y a une stratégie qu'on appelle la stratégie 3-2-1. Stratégie 3-2-1, c'est quoi? C'est en matière de données, d'autant plus vrai dans une entreprise, c'est 3 copies de sauvegarde sur 2 supports différents, dont un externe. Tout simplement parce que la sauvegarde, ce n'est pas uniquement fait pour, je dirais, vous protéger en cas d'attaque. Là, quand on voit, je dirais, les intempéries que certaines entreprises ont subies, ça peut être intéressant, par exemple, d'avoir une sauvegarde, comme on dit, externalisée, de façon à ce que toutes vos données, euh, vos données sensibles, ce qui fait le cœur finalement de votre entreprise, votre savoir-faire, vos secrets de fabrication, puissent se trouver dans un endroit autre que là où vous travaillez. Tout simplement parce que ça restera une catastrophe que votre entreprise ou le bâtiment soit victime d'un incendie ou d'une inondation. C'est quand même plus facile de racheter, je dirais, un PC, un serveur et de récupérer les données que vous avez mis de côté à l'extérieur plutôt que de devoir tout refaire. Donc le but de la sauvegarde, c'est ça. Et donc une sauvegarde, ça se réfléchit en fonction, je dirais, du type de données que vous avez à sauvegarder, de la quantité de données que vous avez à sauvegarder, je dirais, de la sensibilité des données que vous avez à sauvegarder. Donc tout ça, c'est un plan qu'il faut vraiment mettre en place, qu'il faut réfléchir de façon à vraiment se préserver en cas de sinistre. Et comme je l'ai dit, quel que soit le sinistre, aussi bien, je dirais, sinistre numérique que sinistre, je dirais, naturel ou autre. Euh, là, ça c'est bon. Oui, quand je dis, quand on... Non, pardon. C'est moi qui... Oui, comme je disais, pour tout ce qui était sensibilité de données, c'était justement tout ce qui était le respect des obligations légales en matière de données personnelles. Bon, une fois de plus, hein, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Ça, par contre, autant si l'entreprise, euh, c'est pas une bonne chose,
ne veut pas faire de sauvegarde en ce qui concerne ses secrets de fabrication, ça, je dirais, ça reste la responsabilité, je dirais, de l'entrepreneur. Par contre, là où vous n'avez pas le choix, c'est avec tout ce qui va être concernant les données à caractère personnel. À partir du moment où vous en avez, vous n'avez pas le choix que de mettre en place une sauvegarde. Puisque même si elles sont perdues, il faudra justifier pourquoi vous les avez perdues, dans quelles conditions. Puisque finalement, derrière, ce seront, comme on le verra, ce seront les intéressés de ces données à caractère personnel qui seront là pour éventuellement vous demander des comptes. Donc ça, pour ce qui est des sauvegardes, euh, vous n'avez pas le choix pour ce qui est des données personnelles. Pour le reste, forcément, je dirais d'un côté, vous n'avez pas forcément le choix non plus. C'est ce qui va faire la survie de votre entreprise après, je dirais, un incident. On va pouvoir poursuivre. Euh, alors, ça aussi, ça peut paraître logique, mais par moment, oui, on a peut-être tendance à l'oublier, puisque sur certaines entreprises, on va acheter un système où tout est déjà dedans. Mais pas fort, pas tout. Et on n'y pense pas parce que c'est par défaut. Il y a certains systèmes d'exploitation euh, qui prévoient déjà je dirais, des logiciels de protection. Mais après, dans une entreprise, je pense qu'il faut vraiment y faire attention. Et non seulement s'assurer qu'on est bien doté de ce genre de logiciel, tout ce qui est pare-feu, antivirus, tout ce qui est anti-phishing, et également tout ce qui est protection, je dirais, des transactions bancaires. Généralement, maintenant, il y a des produits qui sont vendus où tout ça est compris dedans. Et surtout, la chose, je dirais, la plus importante, c'est la mise à jour. Et ça, non seulement ça concerne ces logiciels de protection, c'est-à-dire qu'il va falloir automatiquement faire en sorte de configurer tous ces logiciels de protection, la configurer pour que les mises à jour se fassent automatiquement. Un logiciel non mis à jour, c'est une porte d'entrée pour celui qui sait, je dirais, exploiter la faille. S'il y a des mises à jour, c'est soit pour éventuellement rajouter des fonctionnalités, mais la plupart du temps, quand on fait des mises à jour, c'est pour corriger justement des failles de sécurité ou des petites anomalies. Donc, non seulement il faut mettre à jour ces logiciels de protection, mais il faut mettre à jour tous ces logiciels. Dès lors que vous avez un logiciel installé sur une machine, quelle qu'elle soit, et c'est valable pour du PC fixe, PC portable, pour un serveur ou pour un smartphone, une tablette, dès lors que vous avez une application, vous devez veiller régulièrement à les mettre à jour. Alors, j'ai bien conscience que depuis tout à l'heure, je vous rajoute pas mal de charges de travail. Ça, j'en ai conscience, mais c'est malheureusement le prix maintenant de la sécurité. Alors, là aussi, ce n'est pas toujours forcément évident. Euh, dans la mesure du possible, des fois, ça peut être plus facile pour les plus grosses structures que pour les plus petites, c'est de séparer le professionnel du privé. Euh, J'entends. Ce qui va permettre, là aussi, de limiter quand même grandement les failles. Euh, et je dirais que le plus important, c'est éventuellement de ne pas mélanger, vous êtes, pour schématiser, le PC de la maison avec le PC que vous avez, je dirais, à l'entreprise. Autant si vous avez fait le nécessaire au sein de l'entreprise. Vous avez mis des bonnes protections, tout est, je dirais, vous êtes dans le vert côté protection, je dirais, c'est optimal. Mais autant, histoire d'habitude aussi, à la maison, vous n'allez pas vous contraindre à la même chose. Mais par contre, si vous vous connectez sur un PC mal sécurisé chez vous, par exemple, sur des applications métiers, sur des sites sensibles en lien avec votre entreprise, finalement, toutes les protections que vous avez mises dans votre entreprise, finalement, ne vont pas servir à grand-chose si vous prenez le risque d'utiliser ces applications via une machine non sécurisée. Puisque au lieu de taper, je dirais, sur votre machine à votre entreprise, à ce moment-là, ils pourront tester votre PC privé, qui, elle, ne sera pas protégé.
Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de séparer ces deux usages pour ne pas, on va dire, mélanger les genres. Pour illustrer vos propos, Major, j'ai le connaissance d'une entreprise que j'ai suivie, une entreprise artisanale qui avait une protection de ses savoir-faire, qui était suivie par vos services au niveau de l'intelligence économique. Ils avaient tout mis en place dans l'entreprise. L'audit proposé par les gendarmes, bah, toutes les voyants étaient ouverts, sauf un point. Vous avez des salariés qui étaient itinérants et ils n'avaient pas étudié la sécurité de ces personnes. Et comme le débit était long pour se connecter, il y avait des lenteurs, ben, ils avaient fait le choix, les salariés, de rapatrier les données sur leur disque dur, bah, pour faciliter le travail, hein, faciliter bah, pour bien travailler. Et en fait, bah, là, c'est un gros point faible, parce que tout le travail qui avait été fait en amont, on se retrouvait avec des données qui étaient sur des PC itinérants. Voilà. Donc c'est de bien étudier toute la chaîne, et notamment aussi lorsqu'on part sur des salons, des foires avec ces ordinateurs, d'emmener le strict minimum sur le salon pour pas se faire bah, pirater soit le vol simplement du matériel ou simplement ou des gens qui pourraient mettre des clés dans les disques, quoi, sur les ordinateurs et puis pomper tout le contenu des disques durs, par exemple. Et ça, c'est des choses qu'on a vues moi, je l'ai connu sur Auxerre, hein, en Bourgogne-Franche-Comté. On n'est pas dans la science-fiction où on est vraiment sur des données de terrain. Oui, mais tout à fait, hein. De toute façon, on va parler après des objets nomades, hein, des équipements nomades. Oui, effectivement, euh, c'est, euh, c'est- cette cybersécurité, on a pu le dire tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose à prendre de façon globale. C'est quelque chose d'assez complexe, ça, j'en ai bien conscience, de pouvoir vraiment tout prendre en compte, y compris ce genre de détails. Alors, donc il n'en est pas un quand même, maintenant quand on regarde ça, mais le pire, c'était, comme vous l'avez dit, c'était pour finalement être plus performant, et je dirais, c'était finalement pour le bien de l'entreprise où là, oui, on peut involontairement, ou par méconnaissance, je dirais, mettre en péril toute une entreprise à cause de ce genre de petits détails. Alors, oui, pour tout ce qui est éviter le mélange de professionnel-privé, pareil, les messageries. Ça, par contre, c'est quelque chose, je dirais, de très, très important, je le pense. La messagerie, il faut vraiment, je pense, à avoir une messagerie professionnelle, une messagerie privée. Déjà, ça va permettre une chose. Euh, on reçoit sur les messageries, je dirais, privées, énormément je dirais du spam, des tentatives de phishing. J'en suis à peu près, moi, à quasiment deux par mois, où c'est mon propre patron qui m'écrit, le directeur à la gendarmerie qui m'écrit, parce que apparemment, ça fait deux, trois fois qu'il me surprend en train de télécharger des choses illégales. Et donc, il me demande en gros, de lui réécrire régulièrement. Donc non, ça, ce sont des choses qu'on trouve régulièrement sur les messageries privées, des fois un peu moins sur la messagerie professionnelle. Donc ça permet vraiment de différencier les deux et de vraiment limiter les risques de tout ce qu'il peut y avoir sur notre messagerie professionnelle. En plus, de temps en temps, ça permet de distinguer, des fois de déceler vraiment plus facilement les tentatives, soit d'escroquerie, soit de phishing qu'on peut avoir sur ces deux messageries. Euh, pour tout ce qui est du stockage en ligne personnel, quand j'entends par tout ce qui est stockage en ligne personnel, c'est un petit peu l'exemple que vous avez donné. C'est vrai que ça peut être tentant parce qu'on s'est dit, je ne vais pas le laisser sur mon disque dur, j'ai mon cloud personnel, je vais le mettre dessus. Les données d'entreprise, quelques-unes, je vais les mettre dessus. L'avantage, c'est que pour certains clouds, ils sont gratuits, donc c'est pour ça que c'est tentant. Le seul problème, non. Euh, on ne peut pas faire Bon, je ne peux pas faire confiance à, je dirais, un service, un cloud gratuit, surtout s'il est stocké hors de France. Puisque si c'est hors de France, nous n'avons aucun contrôle et l'utilisateur n'a aucun contrôle sur ce qui est stocké sur ce cloud. Donc non, pour tout ce qui est stockage, tout ce qui est, je dirais, matériel personnel, alors c'est soit il y a effectivement une entente avec
le responsable de l'entreprise ou le responsable sécurité, soit non, ne jamais prendre cette initiative avec le risque de voir, oui, effectivement, disparaître ces données, voir, oui, effectivement, ces données compromises et utilisées à d'autres, je dirais, à d'autres fins. Et comme je le rappelais tout à l'heure, pour tout ce qui est même professionnel, surtout professionnel, de n'installer que des logiciels nécessaires. Tout le reste, je dirais, pour moi, c'est à bannir. En plus, ça permet d'avoir une machine, je dirais, propre, pour une machine professionnelle, où on n'a vraiment que le strict nécessaire. Alors, oui, voilà, ah oui, celui-là. Oui, donc comme je parlais tout à l'heure, de tout ce qui est sécurité des appareils nomades. Alors oui, comme vous le disiez, hein, appareil nomade, ça veut dire on se promène avec partout. Donc, euh, grande, je dirais, la tentation pour certaines personnes de guetter ce genre de choses. De toute façon, déjà, un PC portable par lui-même, ça a une certaine valeur. Donc, même si ça ne les intéresse pas ce qu'il y a dedans, avec le PC par lui-même, c'est intéressant. Donc, oui, ça peut être, je dirais, des cibles faciles et je dirais, des choses très faciles à dérober. Donc, pareil, logiciel nomade, c'est forcément équipé des mêmes logiciels de protection que le logiciel fixe. Puisque de toute façon, et c'est là qu'on voit, je dirais, après l'utilité de cet inventaire, de cet état des lieux, de tout l'équipement numérique de l'entreprise, ça veut dire que le jour où on va penser mise à jour, protection et sécurité, et ben, forcément, si le PC portable il est répertorié, forcément, on va le prendre en compte. Alors que si on l'a oublié sur le registre, oui, il y a peut-être des chances qu'il puisse passer à côté. Et là, de devenir, je dirais, un point d'entrée, donc une compromission possible. Euh, Équipé, je dirais, tout équipement pour moi nomade devrait être équipé d'une solution de chiffrement. Vos téléphones portables et smartphones le sont. Parce que maintenant, par défaut, un smartphone, je dirais, la clé de déchiffrement, c'est ce qu'on appelle le code de déverrouillage. Par défaut, maintenant, que ce soit un système Android ou un système concurrent, Apple, par défaut, maintenant, vos téléphones sont chiffrés. Vos PC portables et je dirais, vos tablettes, ça doit être pareil. Alors, pour ceux qui sont amateurs je dirais, de produits avec une pomme dessus, eux ont la chance, c'est chiffré nativement. Pareil, c'est l'identifiant mot de passe qui permet de chiffrer le contenu. Le concurrent, l'autre, je dirais, ça va se faire. Là, dans je dirais dans les prochaines semaines, il y a la 11e version donc, de Windows va avoir la même fonctionnalité que pour son concurrent, à savoir le chiffrement natif des données. Donc ça, déjà, ça va être une bonne chose. Et pour tous les vieux PC qui n'ont pas encore cette version de logiciel, je pense qu'il est nécessaire de mettre en place une solution de chiffrement à partir du moment où il y a un équipement qui contient de la donnée liée à l'entreprise, qui quitte l'entreprise, il faut que ce soit chiffré. De façon à ce qu'en cas de vol, eh bien, il n'y ait pas de possibilité de pouvoir avoir accès aux données. Et prendre une solution de chiffrement, je dirais, fournie par une application. En l'occurrence, c'est celle du système d'exploitation Windows, sans vouloir faire de pub. Leur solution, c'est BitLocker, qui fournit une clé de chiffrement suffisamment complexe pour qu'elle ne soit pas, je dirais, qu'elle ne soit pas récupérable. Ça, je dirais, ça doit être pour moi un réflexe. Tout équipement externe à l'entreprise, c'est du chiffrement. On parle également des points de compromission. Tout ce qui est Wi-Fi public, dans les gares, dans les hôtels, dans les trains. C'est vrai que c'est tentant, c'est la facilité de pouvoir se connecter partout, n'importe quand. Sauf que ces Wi-Fi publics ne sont pas sécurisés. Et non seulement ce n'est pas sécurisé, mais en plus ce sont des terrains de jeu, ça je sais, pour certains justement amateurs, des apprentis hackers, qui vont tester leur capacité à pouvoir justement capter les réseaux Wi-Fi et à pouvoir capter de la donnée.
Il y a des logiciels qui existent pour ça, qui sont en. C'est même pas en vente, puisque de toute façon, ils sont même pas en vente. Ce sont des logiciels gratuits que l'on peut acquérir pour faire, je dirais, ce genre de test. Donc non, pour tout ce qui est Wi-Fi non sécurisé, il y a votre partage de connexion. Maintenant, la plupart des smartphones, je dirais, tous les forfaits des smartphones ont au moins une quantité non négligeable maintenant de data qui sont fournis avec. Vous êtes dans un lieu isolé, vous avez du réseau, je dirais, téléphonique. Privilégiez, je dirais, le partage de connexion avec votre téléphone portable, ce sera beaucoup plus sécurisé. Pareil, la configuration de vos PC et de vos téléphones portables. Désactivez si vous n'en servez pas le Wi-Fi et le Bluetooth. Ça, faites le test de temps en temps. Le Bluetooth allumé, ça veut dire que tous ceux qui sont autour de vous, si eux aussi ont activé leur Bluetooth, ça, entre guillemets, qu'il y a d'autres machines qui sont, je dirais, activées autour d'elles. Donc ça, c'est une fois de plus, le Bluetooth et le Wi-Fi, ce sont des portes d'entrée sur votre machine. Donc, si ce n'est pas utile, on désactive. Quand vous en aurez besoin, vous allez vite vous apercevoir qu'il est désactivé et à ce moment-là, vous pourrez le réactiver. Mais au moins, pendant ce temps-là, vous êtes protégé une fois que c'est désactivé. Et enfin, là, c'est pareil pour tout ce qui est appareil nomade, ça je le préconise, c'est d'utiliser un VPN. Alors non, les VPN, ce n'est pas réservé aux hackers pour rester anonyme. Effectivement, ça permet d'anonymiser, je dirais, une connexion, mais ça permet surtout de protéger la connexion. Ça permet de chiffrer la connexion entre l'appareil qui va émettre vers, entre guillemets, vers le site où il veut aller. Alors, pour une petite question qu'on a dans le chat, qu'est-ce qu'un VPN? Pour faire simple, un VPN, ça va être un tuyau, un tunnel pour aller d'un point A à un point B. On va anonymiser les données, c'est ça. C'est ça. C'est un réseau. On va créer une sorte de réseau Wi-Fi virtuel. Donc, comme on dit, c'est un tuyau, un tunnel dans lequel on va chiffrer les données. Ces données vont circuler uniquement dans ce tunnel et ne sont pas visibles de l'extérieur. Et ça va être déchiffré à l'autre bout, je dirais, de la chaîne pour celui qui va recevoir. Là encore, faire attention, je dirais, sur le choix de son VPN. Simple rappel, je dirais, alors je ne veux pas être chauvin ni je dirais, trop, je dirais, trop français, mais en droit, je dirais en droit numérique, ce qui s'applique, par exemple, l'accès aux données, ce sont les règles du pays dans laquelle sont situées les données qui sont, je dirais, qui prévalent. Donc, si on peut, comme tout ce qui est stockage, privilégier tout ce qui est en France, qui est stockage localisé en France. Si je prends un exemple, par exemple, euh, d'un d'un réseau social, Facebook par exemple, qui lui a ses serveurs aux États-Unis et en Irlande, ce qui prévaut en matière de droit, ce sont les règles américaines et les règles, je dirais, irlandaises pour certaines choses. Pour les VPN, ça fait pareil. Bien savoir à qui on confie, je dirais, ces données, son chiffrement. Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance dans la société à laquelle on prend? Petit rappel, ce qui est gratuit, non pas que ce soit mauvais, mais on n'a aucune garantie. Donc voilà. Donc là, on a pu voir. Alors je sais que ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses peut-être à assimiler, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Mais si on prend le temps de réfléchir un peu, ça reste des choses qui sont à peu près, je dirais, logiques. Alors, c'est peut-être facile pour moi parce que c'est vrai que je nage dedans en permanence. Mais en prenant le temps de réfléchir, oui, on peut dire ouais, que ça reste à peu près logique si vraiment on veut protéger ces données. Par contre, oui, malgré toutes ces protections,
ou si parce que vous n'avez pas encore eu le temps de mettre toutes ces protections, vous avez fait l'objet d'une cyberattaque, vous faites l'objet d'une cyberattaque, je dirais qu'est-ce qu'on va pouvoir, quelle est, je dirais, euh, la réaction à avoir. Donc, la première des choses, ça, vous pouvez vous en apercevoir, notamment dans le cas d'un rançon logiciel, par exemple, généralement, l'humain qui a cliqué sur la mauvaise pièce jointe s'en aperçoit très vite. Qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va très, très vite. Donc, si on a le temps, c'est vraiment de déconnecter le réseau. Donc, non seulement le réseau, je dirais, vers l'extérieur, donc couper Internet, mais également si vous avez un réseau, ce qu'on appelle un réseau local. C'est-à-dire que si vous avez trois quatre ordinateurs qui est relié à un même serveur, euh, ben, une fois que le virus, un rançon logiciel par exemple, il y a certains virus, certains rançons logiciels, une fois qu'il est installé sur une machine, eh ben, il va se répandre. Et si les autres machines sont toujours reliées je dirais, au premier PC infecté, ils seront infectés à leur tour. Et le serveur, pareil. C'est le but, le fait de tout chiffrer. Donc, si on a le temps, la première des réactions, ça va être de tout débrancher. Si vous avez un support informatique, il faut immédiatement signaler l'incident. Que lui puisse éventuellement, également à son niveau, faire le nécessaire pour isoler, éventuellement, surtout dans une entreprise où c'est cloisonné, qui puisse isoler chacun, je dirais, de ces secteurs, éviter éventuellement une propagation, je dirais, de l'attaque. Là, je dirais, je vais surtout parler pour nous, ça va être le fait de préserver les preuves. On a conscience, je dirais, côté force de l'ordre, on a bien conscience que pour vous, pour une entreprise, l'objectif à atteindre le plus rapidement possible, c'est la reprise normale, la remise, je dirais, la continuité ou la reprise normale d'activité, le plus rapidement possible. Chaque minute perdue, c'est, je dirais, c'est de l'argent perdu. Mais pour nous, on a absolument besoin, je dirais, c'est de préserver ces preuves. Donc ça aussi, ça à prévoir, je dirais, dans ce qu'on appelle un plan je dirais, de rétablissement, je dirais, de l'activité. C'est le fait, en cas d'attaque, comment est-ce que je fais pour, une fois que je dirais que éventuellement j'ai été crypté ou est-ce que j'ai subi un virus, comment est-ce que je peux faire pour préserver ces éléments de preuve. Donc, quand il y a un support informatique, le mieux, c'est que ce soit ce support informatique qui fasse le nécessaire. Généralement, ça passe soit par des copies, soit par le fait de retirer les différents disques qui contiennent les données infectées pour en remplacer par d'autres sains, et ça, les mettre de côté. Puisque nous, ça nous permet, après force de l'ordre, de pouvoir, je dirais, mener des investigations sur, l'origine des connexions, sur l'origine, par exemple, du rançongiciel, et sur beaucoup d'éléments qui sont présents dans les disques à ces moments-là. Apporter des preuves, ça peut être. Moi, je me mets à la place de l'artisan. J'ai pas de service informatique, hein, je suis tout seul, une petite entreprise. Ça peut être faire des photos, des photos de l'écran, de ce qui apparaît à l'écran. Ça peut être aussi de garder les mails, parce que dans les mails, il y a des données qui sont chiffrées. On peut voir par où est passé le mail, savoir s'il a bien été envoyé, par exemple, par le service de la gendarmerie, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a usurpé une identité qui s'est fait passer par quelqu'un d'autre. Donc ça peut être des choses à conserver dans l'entreprise. Et tout à fait. Ah oui, ça c'est. Après, je dirais, en matière de preuves, déjà, c'est un peu comme dans le civil. Tout est bon. Tout est bon, je dirais, pour servir de preuve. Comme vous parliez effectivement de tout ce qui était mail, si effectivement on peut avoir une capture d'écran, ça on va pouvoir la garder, sachant qu'éventuellement, bon, l'avantage c'est que par exemple sur une boîte mail, on pourra après aller récupérer les mails sur la boîte de messagerie. Effectivement, si on peut l'avoir, il faut la préserver. Et c'est pour ça que même pour un artisan, comme je disais, c'est tout un ensemble de la cybersécurité en cas d'attaque. Si éventuellement le mieux pour nous, ça va être par exemple de récupérer le disque dur complet. Alors, effectivement, le seul problème, c'est que le disque dur complet, ça veut dire que je perds tout, puisque j'ai tout mon système qui s'en va, effectivement, il y a des preuves et tout s'en va. C'est par exemple ça à prévoir dans un plan je dirais, un plan de sauvegarde.
c'est-à-dire quasiment faire ce qu'on va appeler un clone de de mon système. En gros, j'aurais fait une copie conforme de mon système sur un disque dur à part. Le jour où il y a une attaque, je peux enlever le premier disque qui lui est infecté et une fois que je dirais qu'on a le feu vert, pouvoir mettre le second et là, repartir sur un système propre. Et là où effectivement, on a pu sauvegarder l'ensemble des données. C'est une idée parmi tant d'autres, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Mais c'est vrai qu'après, surtout pour un artisan quand il est seul, la première des choses, c'est effectivement de prendre les premières. On dit si c'est pour faire des photos, faire des choses comme ça. Comme je vous disais, dans la préservation des preuves, c'est effectuer un listing. Quand je parle d'effectuer un listing des événements, c'est le avant. Qu'est-ce que je faisais juste avant cette attaque? Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'attaque, les différents signes, éventuellement ce que j'ai pu faire après. Bonjour. Bonjour. Monsieur, bonjour. Je vous salue. Monsieur Poyen, président de la Chambre des métiers de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour. Vous êtes en pleine réunion, vous êtes avec quelqu'un de très sérieux, Thierry. Bonjour Monsieur Poyen, nous sommes en webinaire et c'est enregistré. Ah bon, bon, alors je m'en vais. Ok. Excusez-moi. Non, non. Allez, à plus tard. À plus Vous tard. avez besoin de quelque chose, rien? Rien. Merci. Euh, On est d'accord aussi, vous l'avez pas dit, mais je pense que peut-être que vous le direz, ou on est d'accord qu'on reçoit un ransomware, quelque chose à payer parce que j'ai perdu toutes mes données et on me demande de l'argent pour restaurer les fichiers. Faut surtout pas payer. Bien sûr que non. Non, ça, là, non, on ne paie pas. On ne négocie pas avec un cybercriminel. Alors, tout simplement pour, je dirais, ne serait-ce qu'une raison, qui va avec le fait pour nous de pouvoir préserver, récupérer ces preuves. Parce qu'une fois qu'on a pu, dans le cas d'un rançon logiciel, et ça a été le cas justement dans une structure de la Nièvre, où je dirais la responsable qui avait confié la sécurité de son système informatique à, je dirais à Un une personne prestataire? extérieure, a préféré rapidement refaire la remédiation. Malheureusement, ça n'a pas été à la hauteur des attentes et les données, ils ont remis le système en route, hein, mais quand même les données ont été perdues. Alors qu'on s'est aperçu après, une fois qu'on a eu quelques éléments avec la boîte informatique qui s'en était occupée, on a eu des éléments sur la souche, je dirais, du virus à l'origine du ransomware. Euh, il y avait, je dirais, en gros, il y avait le vaccin. On avait la possibilité de déchiffrer ces données. Donc c'est pour ça, non, on ne paye pas, tout simplement parce que de plus en plus maintenant, je dirais, c'est un combat permanent. Les hackers se renouvellent en permanence. Je sais bien, on est toujours un petit peu à la traîne derrière, mais on est toujours quand même à leur trousse pour toujours non seulement essayer, bon, forcément de les repérer, mais surtout toujours trouver la solution à ces virus et ces virus de chiffrement, de façon à pouvoir faire des remédiations rapides. Donc c'est pour ça, non, je dirais, on ne paie pas les rançons, surtout pas. Et surtout, entre guillemets, ça aussi, c'est on prévient. Je dis, quand on est seul, ou même une petite structure, alors c'est soit on a la connaissance, je dirais, on a les connaissances pour gérer le plus urgent, mais quand on est un artisan seul, qu'on n'a pas forcément les connaissances informatiques, on ne reste pas tout seul. On appelle au secours. Je veux dire, la gendarmerie, elle servira à ça aussi, hein. On appelle la gendarmerie, de toute façon, vu que là, il y aura une attaque, nous, on sera forcément, je dirais, on viendra forcément, on sera impliqué. Mais il y a d'autres structures pour vous aider. Pour les artisans, sur ceux qui sont seuls, pour vous aider. Donc là, oui, en cas de cyberattaque, et là, on reviendra, ça va être pour les données personnelles. Là, vous avez une obligation, c'est d'informer la CNIL. Vous avez 72 heures pour le faire, dès lors qu'il y a eu des données à caractère personnel qui ont pu être compromises. Même si vous n'êtes pas sûr, il faut le déclarer, de façon à éviter d'avoir, je dirais, à découvrir ces données personnelles, à les retrouver en vente sur le Darknet, par exemple, ou à d'autres endroits. Ou parfois,
les cybercriminels les publient librement pour prouver ce qu'ils ont réussi à faire. Donc forcément, si la CNIL s'en aperçoit et que vous avez, je dirais, omis de le déclarer, je dirais c'est malheureux, vous avez été victime d'une cyberattaque. Là, vous risquez d'être victime de la CNIL. Donc c'est pour ça, je dirais, à bien y penser et surtout à déposer plainte. Nous aussi, ça nous permet, je dirais, si nous, on n'a pas de plainte, on ne peut pas faire les investigations et faire le nécessaire auprès auprès de nos différents services pour, je dirais, essayer de résoudre ce problème. Alors, donc là, pour parler, je dirais, des données à caractère personnel. Je pense que pour beaucoup, vous avez entendu parler du RGPD, qui commence à dater, il a quand même 6 ans maintenant. Et donc, ça s'applique à tout le monde, que ce soit donc public ou privé. Dès lors que vous traitez de la donnée personnelle, vous devez, je dirais, euh, vous avez des obligations. Et on va voir tout de suite lesquelles, ces obligations. Voilà. Alors, une donnée caractère personnel, qu'est-ce que c'est? Forcément, c'est une information, oui, qui concerne donc une personne physique. Et donc là, je dirais le détail a son importance. Donc, une personne physique. Stocker le nom d'une entreprise, ça n'est pas une donnée à caractère personnel. C'est le nom d'une entreprise. C'est une personne morale. Alors que une personne physique, oui. Et donc, il faut que cette information, on puisse, grâce à cette ou ces informations, qu'on puisse identifier cette personne de façon formelle, ou qu'éventuellement elle soit identifiable par recoupement, par exemple. Comme on disait, donc à partir d'une seule donnée ou à partir d'un croisement de données. Eh bien, tout ça, c'est de la donnée à caractère personnel. En exemple, donc forcément, un nom-prénom, il n'y a pas plus personnel. Un prénom de date de naissance, ça va être coordonnées bancaires. On peut relier quelqu'un, un numéro de sécurité sociale, ça va être une adresse. Tout ça va permettre, je dirais, d'identifier quelqu'un et donc doit faire l'objet d'un traitement spécifique au sein, je dirais, au sein de l'entreprise. Donc là, on va pouvoir passer au suivant. Alors là, ce que je dirais, ce qu'on appelle la définition du traitement des données personnelles. Le traitement, premièrement, c'est la collecte, le fait de récupérer ces données. Et là, bien qu'on parle de cyber, que ce soit de façon numérique ou papier. Un facturier, par exemple, sur laquelle vous avez noté un nom, un prénom, des coordonnées bancaires et une adresse, on est dans le cadre, je dirais, de données à caractère personnel. Et ça, si vous le conservez pour vos archives, pour votre comptabilité, ça doit faire l'objet, je dirais, d'une traçabilité. Et donc, ça concerne le traitement, ce qu'on appelle un traitement. C'est tout ce qui va être donc la collecte, l'enregistrement, le fait de les garder, l'utilisation. Donc, c'est quand même assez vaste. Alors, quelles sont vos obligations en tant que, je dirais, utilisateur ou détenteur de données à caractère personnel? Un est forcément informer la personne concernée. C'est-à-dire, par exemple, sur un site, si vous avez un site, vous devez l'informer de ce que vous allez collecter concernant cette personne, de façon à ce qu'elle puisse vous donner son accord. Pas d'accord, pas de traitement, pas de collecte. Évidemment, dans le cadre d'une facture, je dirais, il n'y a forcément pas le choix. Mais ça va être, par exemple, pour tout ce qui va être données numériques, là oui, il faut avoir, je dirais, le consentement finalement de la personne. Il va falloir garantir les droits de la personne concernée, c'est-à-dire garantir. Vu que cette personne a un droit de regard
sur toutes les données la concernant. C'est-à-dire qu'il va falloir penser de, je dirais une sorte de protocole, que le jour où il y a une personne qui vous demande d'avoir un accès à ces données personnelles pour savoir qu'est-ce que vous avez comme données personnelles me concernant, il faut quasiment mettre une sorte de fiche ou un protocole en place pour dire bah, le jour où j'ai une demande, voilà sous quelle forme je vais lui répondre et bah, voilà les données, de toute façon toutes les données que je vais lui donner. Il faut tenir un registre des traitements. Alors ce registre, euh, en allant par exemple sur le site de la CNIL, vous avez des exemples de registres, c'est sous forme de tableur, dans laquelle vous allez pouvoir répertorier le type de données que vous allez collecter et la finalité que vous allez en faire. Par exemple, les différents traitements que vous allez en faire. Un, le fait de les collecter, le fait je dirais, de les conserver, dans quelles conditions vous allez les conserver, ou, et surtout de l'utilisation que vous allez en faire. Ça, je dirais, ça va être à noter dans ce registre. De façon à ce que pour vous aussi, ça vous permette de faire une sorte de filtre. C'est-à-dire que sur toutes les données que je collecte, voilà à quoi ça va me servir, finalement, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas? Est-ce que c'est nécessaire de collecter ce type de données? Ça va permettre de ne filtrer et de ne collecter que les données nécessaires, je dirais, aux besoins de l'entreprise. Et donc ce registre, c'est ce registre qui pourra faire l'objet, je dirais, d'une demande de la part de la CNIL. Le jour où la CNIL vient euh, au sein de l'entreprise pour justement faire un contrôle sur votre gestion, je dirais, des données personnelles, c'est ce registre qu'elle va vous demander. Et en cas comme je vous disais, en cas d'attaque, c'est aussi ce registre qu'elle vous demandera, surtout si effectivement vous avez conservé des données à caractère personnel pour le besoin de l'entreprise. Donc il vous faudra donc le déclarer, et c'est forcément sur ce registre-là qu'on pourra se baser pour connaître, je dirais, les données précises que vous aviez. Et surtout, les obligations que vous avez, c'est d'assurer la sécurité de ces données. Donc, ces données, la sécurité de ces données vont se faire par le biais de tout ce qu'on a vu avant, je dirais, une gestion des mots de passe. Ça va être une mise en place, je dirais, d'un système de sauvegarde. Ça va être je dirais, tous ces gestes auparavant qui vont permettre de garantir la sécurité des données personnelles. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses, ce sont des préconisations. Mais on s'aperçoit qu'à partir du moment où il y aura de la donnée personnelle dedans, stockée, finalement, ça deviendra une obligation d'avoir, je dirais, ces éléments de cybersécurité et je dirais, de cyberhygiène au sein de l'entreprise. Alors, comme je vous disais, où vous informer et où surtout également demander de l'aide. Vous avez tout ce que je vous ai énuméré là dans les vues précédentes. Je vous rassure, j'ai rien inventé de nouveau. Tout ça, ce sont les préconisations de l'ANSSI, ce sont les préconisations, je dirais, de ce site gouvernemental, donc cybermalveillance.gouv.fr. Ce sont ces préconisations que vous pouvez retrouver sur ces sites et bien plus encore. La CNIL, c'est pareil. Vous avez énormément de documentation sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Cybermalveillance.gouv.fr peut vous aider en cas d'attaque et pourra je dirais, vous guider, vraiment vous apporter une aide réelle. Il y a également un site que j'ai oublié, c'est le Centre régional de cybersécurité Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, qui est là, on va dire spécifiquement pour les collectivités, les associations et les entreprises. Et ça, je pourrais fournir les coordonnées à Monsieur Léger qui puisse vous les mettre à dispo. Euh, oui, ça, je vous les fournirai. C'est le CS, CSIB.
irt-bfc.fr. Tout à fait, c'est ça, Search Et ben, je vais le mettre à disposition pour tout le monde dans tout le à fait. chat. Parce que eux seront vraiment là en cas de quasiment temps réel. Vous subissez une attaque, vous pouvez les contacter. Et eux pourront, suivant leur disponibilité, s'ils sont immédiatement disponibles, ils pourront vous guider, vous donner des conseils, vous mettre en relation avec je dirais des personnes qui pourront réellement vous dépatouiller. Et c'est un service gratuit. Et un numéro de téléphone que j'ai communiqué dans le chat. Oui. Et pareil, sur le site, il y a énormément d'infos, énormément de choses. Euh, Dernière petite chose, bon là c'est pas si c'est ma boutique que je vais vendre, que je vais pas vous vendre grand-chose puisque c'est gratuit. Je vais pas me faire beaucoup je dirais de bénéfices dessus. C'est la gendarmerie a mis en place, ce qu'on appelle le dispositif Diagonal. Diagonal, c'est un diagnostic que l'on met à disposition des collectivités, des établissements de santé et des entreprises, pour ceux qui sont volontaires. En gros, on va faire un petit état des lieux de votre entreprise via un questionnaire. Vous comptez à peu près, c'est un petit questionnaire environ 2 heures, sur vos installations, sur les mesures que vous prenez, que vous comptez mettre en œuvre. Et ça permet d'avoir, je dirais, un petit document qui va pouvoir vous servir de base, vous, pour éventuellement améliorer la sécurité de votre entreprise. Donc ça, c'est un dispositif qui est gratuit. Pour ça, éventuellement, pour ce qui concerne la Nièvre, Monsieur Léger mettait mes coordonnées à disposition sans aucun problème. Donc ceux qui veulent bénéficier, je dirais, de ce dispositif diagonal, elles peuvent me contacter. On convient, je dirais, d'un rendez-vous et on pourra faire ce diagnostic. Je dirais si ça peut intéresser, je dirais, ces entrepreneurs. Donc, pour les entreprises intéressées, que vous soyez dans la Nièvre ou dans tous les départements de la Bourgogne-Franche-Comté, vous envoyez un message à votre référent numérique ou au mail pour lequel vous avez reçu l'inscription au webinaire sur la cybersécurité. Et après, nous, on vous mettra en contact l'entreprise et le référent de la gendarmerie du département concerné. Je sais que dans Lyon, il y a des entreprises qui en ont bénéficié et que ça leur a été très utile. Et on a des bons retours d'expérience. Et ça permet aussi de monter en compétence et de prendre conscience de tous les risques sur la cybersécurité. Je dirais même au-delà, même sur la sécurité du bâtiment en tant que tel, de la protection des biens et des personnes. Tout à fait, oui. Ça aussi, c'est le référent, ce qu'on appelle un référent sûreté, qui effectivement, lui, va s'occuper de cette partie bâtimentaire. Donc ça aussi, c'est pareil, ce sont des prestations qui sont je dirais, à disposition des entrepreneurs, à ne pas, je dirais, hésiter à nous contacter, de façon à ce qu'on puisse convenir, je dirais, justement, de deux rendez-vous et qu'on puisse, je dirais, apporter quand même apporter un petit quelque chose, je dirais, notre petite pierre à l'édifice pour améliorer la sécurité de nos entreprises. Euh, donc, votre présentation est terminée, Major. Oui. Voilà. Merci pour votre présentation. Je reprends un tout petit peu la main. Hop, je Mhm. remets une diapo. S'il y a besoin de contacter les services gendarmerie avec le référent NTech ou numérique, vous passez par nous, collègues de la chambre de métier sur le numérique. Et je repasse la petite diapo. On peut vous accompagner d'une manière générale sur le numérique. On vous propose des diagnostics numériques en ligne. On peut faire des diagnostics de l'entreprise. Alors pas forcément sur la partie sécurité, mais on fait un 360 sur l'utilisation du site internet, présence sur les réseaux sociaux, euh, l'e-réputation, hein, la réputation sur Internet. On peut vous accompagner sur la création de site internet avec la rédaction du cahier des charges,
les diagnostics de site internet, sur le côté, je dirais, fonctionnalité, mais aussi le côté réglementaire, les mentions obligatoires, côté RGPD, bien entendu, comme vous l'avez évoqué, l'utilisation d'outils comme Chorus Pro, et d'une manière générale sur l'accompagnement sur mesure, ça c'est à la carte. Et je vous redonne les coordonnées de tous les collègues sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore des questions ou des remarques dans le chat ou dans l'espace questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait une ou deux personnes qui étaient intéressées pour être accompagnées pour un audit, je dirais, sécurité par les services de la gendarmerie nationale. Bien. Bon, je vais mettre en relation, les personnes, je vais les mettre en relation avec vos collègues ou homologues si c'est quelqu'un de la Nièvre, Major. Oui, Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser des questions ou à faire des remarques. Et on est là à votre service pour répondre à vos questions. voilà. Et voilà. Et ben Bon. écoutez, si on n'a pas d'autres questions, il est 15h40. Et ben je vous propose de terminer ce webinaire et de vous remercier pour votre intervention, pour la qualité des informations. Et voilà, merci à vous et bonne journée à tous. Merci à tous, hein, pour votre patience. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.